Lancement ce matin à l'escadrille des exercices militaires et l'opération d'assistance humanitaire annuelle dénommée Flintlock, une opération qui vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. L'exploitation artisanale de l'or est une activité très pratiquée dans le Goroual. Elle génère des revenus importants pour la population. Le revers de la médaille, cette exploitation nuit à la santé des populations et leur environnement. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonjour. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'informations sur la télévision Dunia. Les syndicats de taxi et transport urbain de Niamey ont entamé depuis ce matin une grève de 48 heures. À l'origine de cette grève, le refus de l'État à revoir à la baisse le prix des hydrocarbures à la pompe. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, lancement ce matin à l'escadrille des exercices militaires et l'opération d'assistance humanitaire annuelle dénommée Flintlock. Cette opération de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme regroupe des militaires venus de plusieurs pays d'Afrique. Et d'ailleurs, le compte-rendu est signé Isidore Banaba. Des militaires de 15 pays, dont 6 pays d'Afrique, 2 d'Amérique et 7 d'Europe, sont présents à ce 6e rendez-vous dénommé Flintlock, dont la mission est de préparer les forces de défense et de sécurité de la bande sahélo-saharienne à mieux faire face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, à travers des formations favorisant les relations pacifiques, la sécurité et la coopération transsaharienne. Il s'agit donc, au travers d'un commandement central, assurant une planification opérationnelle dans un cadre multinational, de donner aux forces des pays de l'initiative Pan-Sahel les moyens nécessaires de lutte contre le terrorisme par une amélioration du contrôle de l'espace sahélo-saharien et leur interopérabilité, de partager leur expérience et développer leur capacité d'échange des informations en matière de lutte contre le terrorisme dans un cadre sous-régional, et enfin, de développer un partenariat fécond avec tous les acteurs régionaux et internationaux soucieux des questions de la sécurité internationale en général et celle dans la bande sahélo-saharienne en particulier. Conduit annuellement depuis 2006, Flintlock, en plus d'être un exercice régional dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est aussi un cadre de promotion de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité afin de mieux protéger les populations civiles dans la région du Sahel. L'exercice se déroule à un moment où notre pays et tous les pays de la sous-région font face aux dures réalités des défis sécuritaires ayant trait au terrorisme, à la grande criminalité transfrontalière et au banditisme. L'exercice Flintlock, couronnement d'un long processus initié par les pays de la bande sahélo-saharienne, avec l'appui du partenaire américain, prouve aujourd'hui qu'il est une des réponses appropriées des pays de la sous-région face aux menaces multiformes. S'il faut tant d'efforts conjugués et le soutien des pays amis, c'est justement parce que les défis sécuritaires sont complexes et multiformes et dont les acteurs développent toujours des capacités qui défient les États. Depuis son instauration en 2006, c'est la première fois que le Niger abrite les exercices du Flintlock, qui concernent cette année environ 1000 militaires. Ceux-ci assisteront à des formations et des opérations combinées, mais aussi à des opérations de secours humanitaires militaires pour aider à améliorer l'accès de certaines communautés du Niger aux soins médicaux, dentaires et vétérinaires de base. Après le lancement des exercices militaires du Flintlock, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées ont conjointement animé une conférence de presse. Objectif, mieux expliquer les opérations du Flintlock et leurs avantages. Nous retrouvons Isidore Banaba. Flintlock est un exercice régional dont le but est d'outiller les forces de défense et de sécurité à lutter efficacement contre le terrorisme. Il réunit des forces des pays africains et occidentaux. Ainsi, du 20 février au 9 mars 2014, les exercices du Flintlock se dérouleront pour la première fois au Niger. Une question alors taraude les esprits. Quelle est l'importance d'un tel regroupement militaire pour notre pays? Il est important parce que ça va rassembler un certain nombre
de forces armées. Et comme vous le savez, la menace, ou disons les menaces terroristes, ne sont pas encore jugulées. Et la présence de milliers d'hommes en opération est forcément dissuasive. Cette opération va permettre aux forces armées nigériennes, par exemple, de s'entraîner sur du matériel de très haute technologie qu'elles n'ont pas l'habitude de pratiquer, certainement parce que nous n'avons pas assez de moyens pour les acquérir. Au Niger, les exercices du Flintlock se dérouleront dans certaines régions comme Tawa et Zender, des localités ciblées en fonction de leur positionnement stratégique. Les actions seront surtout axées sur le renseignement. Difa, un pays voisin où sévit fortement le Boko Haram, par exemple. Tawa, Agadez, si vous prenez Agadez, on va jusque vers la frontière libyenne. Vous voyez un peu au niveau donc, de la frontière algéro-nigérienne, algéro-libyenne, malo, disons, nigérienne. Vous avez une bande ou bien, disons, un couloir qui est emprunté par tous les narcotrafiquants, etc. Donc ces opérations se déroulent sur ce terrain-là, n'est pas fortuit. Ça permet d'affirmer la présence des forces sur le terrain et de pouvoir certainement dissuader ou même chasser définitivement tous ces esprits mal intentionnés et malveillants qui veulent détruire nos pays. Ces exercices militaires permettront aux forces de défense et de sécurité du Niger d'être en contact avec leurs confrères et de maîtriser certains engins qui n'existent encore pas chez nous. Quant à la population, en plus des soins médicaux dont elle bénéficiera au cours de la formation des militaires, héritera des infrastructures qui seront construites à cette occasion. Ouverture ce matin au Palais des Congrès du Niamey de l'atelier national de validation de la stratégie de résilience du secteur de la santé au changement climatique. D'autres précisions avec Hima Sebou et Ibrahim Idi. Cet atelier national de validation de la stratégie de résilience du secteur de la santé au changement climatique vise à parcourir, analyser et adopter des mesures préventives afin de se préparer à toute éventualité due au changement climatique. Conscient de l'impact du changement climatique, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a évoqué quelques conséquences du changement climatique dans les pays africains en général et au Niger en particulier. Ces aléas climatiques tels que les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses engendrent chez nous des pertes en vies humaines, des famines, la dégradation du potentiel productif. Les répercussions sur cette situation sont perceptibles au niveau de l'agriculture et l'élevage, principaux pourvoyeurs des revenus aux populations. La déstabilisation du tissu socio-économique, la recrudescence des maladies climato-sensibles telles que la malnutrition, le paludisme, la méningite, le choléra, etc. Intéressés par cette thématique, les participants sont prévenus sur l'importance de cet atelier. Le Niger a jugé nécessaire de faire prendre en compte cette dimension changement climatique dans cette stratégie à travers l'élaboration d'un document annexe appuyé d'un plan d'action. Et c'est ce document-là qui est soumis aux instances nationales pour validation. Et parmi les participants, vous avez noté qu'il s'agit à la fois des partenaires techniques et financiers qui sont venus pour la validation, mais également les cadres de haut niveau au niveau des ministères techniques, mais également l'ensemble des directions régionales du ministère de la Santé sont représentés. Puisque ce document, une fois validé, va être approprié à tous les niveaux. Non seulement il s'agit d'un document d'appui pour la mise en œuvre du présent PDS, mais ce document retrace aussi les orientations 2016-2020 pour le futur plan
qui va, en principe, prendre ces mesures pour les intégrer, pour que le prochain plan soit un document complet qui prend en même temps les questions de résilience climatique. Durant 2 jours, les participants à cet atelier auront à échanger autour de cette stratégie de résilience en vue de sa validation afin de mettre le Niger à l'abri des conséquences du changement climatique constaté ces dernières années. Autre aspect de cette édition, lancement officiel hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la campagne nationale de vulgarisation de la charte sociale de l'UCSIF sous le thème « Échange de bonnes pratiques ». Al-Mokhtar Kainé, Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Paix et fraternité, telles sont les valeurs prônées par l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie UCSIF. La présente cérémonie lance officiellement la vulgarisation de la charte sociale de la dite institution. Occasion saisie par le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC, pour réaffirmer l'engagement de son institution à jouer pleinement son rôle en matière de dialogue social et de concertation des populations. La vulgarisation de la charte sociale de l'ICSIF participe de notre nouvelle démocratie. Ainsi, les droits fondamentaux, économiques, sociaux, culturels et politiques, civils et environnementaux contenus dans la dite charte feront l'objet d'explications et de discussions aussi bien dans les régions que dans les départements. Il sera aussi organisé un séminaire au profit de la société civile, suivi d'une journée parlementaire. Des ateliers d'information, sensibilisation seront également tenus au profit des magistrats, des défenseurs des droits humains, puis au niveau des 4 universités et des grandes écoles. Le Premier ministre, chef de gouvernement, en lançant les travaux, est revenu sur la création de l'UCSIF qui a su transcender les valeurs de la francophonie. L'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, UCSIF, qui a vu le jour il y a seulement une décennie, s'est véritablement approprié les valeurs de la francophonie, qui n'est pas qu'un simple espace linguistique, mais un puissant instrument au service de la paix, du développement durable et de la promotion de la civilisation de l'universel. Votre organisation a compris les fortes interrelations qui existent entre développement économique et promotion des droits humains, notamment les droits économiques, sociaux et environnementaux, que l'on a tendance à marginaliser au profit des droits civils et politiques. S'en est suivi une projection de la charte en question, suivie d'une explication dans le fond du texte. Une copie de la charte a été remise au Premier ministre, à l'ambassadeur de l'Union européenne et au président de la Commission nationale des droits humains. La cérémonie a été agrémentée par une animation du groupe SOGA. À présent, direction Agadez pour la mise en place du nouveau bureau des corps de métier de la région, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la conseillère de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que du directeur national de l'Artisanat. Compte rendu Ramédé Alassane et Babale Amazaï. Ils sont environ 94 délégués ici des différents départements de la région à siéger lors de cette assemblée générale ayant abouti à la mise en place d'un bureau de la Chambre régionale des métiers des artisans du Niger. Cette assemblée générale élective a procédé à la mise en place d'un collège électoral de 16 membres ayant abouti à l'élection de 6 membres du bureau régional qui seront les correspondants du bureau national. Le tout premier bureau de la Chambre des métiers des artisans d'Agadez regroupe l'ensemble des corps de métiers de toutes les communes de la région. La mise en place du bureau est organisée par la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat sous la supervision de Maître Hamidou Mahmoudou, huissier de justice. Ceci en présence des plus hautes autorités de la région et sous la houlette
d'une mission composée de la conseillère de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que du directeur national du Tourisme et de l'Artisanat. El Hadji Abdoulaye Diouf Abbas, évoluant dans le domaine du textile et de l'habillement, chevalier de l'ordre des mérites du Niger, est élu par acclamation au poste de président de la Chambre à la tête d'un bureau de 6 membres. Ce que je peux dire, merci d'abord aux 94 délégués du département qui se sont déplacés malgré leur calendrier surchargé. Et merci aussi aux 16 qui ont élu les 4 du bureau dont ils m'ont confié en tout cas le poste du président. Je remercie l'administration et mes remerciements vont également à l'endroit des autorités de la 7e République qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui nous répondons aux normes. Nous sommes dans un monde moderne. Il y a eu des conventions que les États ont signées dans l'espace de l'UMOA. Je pense qu'il n'y a que le Niger et le Guinée aujourd'hui qui n'ont pas mis cette structure en place. Et le Niger aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'effort de ces autorités de la 7e République, et voilà, nous sommes à jour par rapport à d'autres pays. Ce que je prie Dieu, que chacun d'entre nous, de près ou de loin, nous porte leur soutien pour la réussite de cette lourde mission. Dans la soirée, le tout nouveau président de la Chambre régionale des métiers et des artisans d'Agadez a offert aux délégués et à de nombreux invités une soirée de gala à l'Hôtel de la Paix. Prenaient part également à cette réception les autorités administratives et coutumières de la région, les membres de la délégation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme et plusieurs directeurs régionaux et départementaux. Sur un tout autre plan, l'exploitation artisanale de l'or appelée orpaillage est une ancienne pratique encore observée de nos jours. Elle attire beaucoup de personnes à Gorwell car elle apporte des revenus substantiels qui améliorent leurs conditions de vie. Mais l'exploitation de l'or comporte des conséquences nuisibles à l'homme et à son environnement. C'est un reportage de Mariama Soumana et Jamilou Moro. Située à plus de 300 km à l'extrême ouest de Niamey, la zone du Gorwell regorge d'importantes richesses minières dont l'or. Ce minerai est exploité depuis plusieurs décennies d'une manière traditionnelle sur plusieurs sites dans la région, aussi bien par les hommes que par les femmes. Des puits profonds sont creusés par les orpailleurs qui passent plusieurs semaines sur les sites à la recherche du métal précieux. Il continue Koganda. Didi gan sikte matkan kan sergi ki bene didi kena il go kin modalité kena. An foyo ngir di kena an foyo mo isdi. Irk fansi de Kogano hali di erosero kay irm erosero din kayri ko durk seye gune. Dubor seye hal bodya la ham sul kagan sebek. Yanirti. Le sable, une fois extrait du puits, est pilé, minutieusement tamisé puis lavé pour séparer l'or de toute impureté. Certains orpailleurs préfèrent utiliser des moulins pour moudre le sable, d'autres plus nantis se sont procurés des machines munelables. Uragoya, la boy ununda hattege. Inan kaka dur gun hala gun ura. Inan go kasa yet gun hala gonda hala sinda emamun. On essaie de laver pour juste avoir l'or là maintenant. Quand on va laver maintenant, l'or et le sale va partir. Les tapis là vont retenir l'or maintenant. Ce que moi je connais dans le travail de l'appareil, voilà c'est ce que je viens de dire. Moi j'ai acheté un an. Je sais que je n'ai pas gagné plus que de ce que j'ai acheté. Parce que ça, quand ça rentrait, on achète ça 1 million et quelques même. C'est maintenant ça diminue un peu. Je sais que mon 1 million que j'ai pris, j'ai acheté mon appareil. Aujourd'hui, je pense que j'ai arrivé mon argent. La vente de l'or se fait sans problème car les acheteurs ambulants passent de site en site, de village en village à la recherche du minerai. Defense ke mogo no ke gbe kan igo tondo bo igo goy ridu ekko ki garu more kane o ka kenere se ekko bore gar ko deiga ekko kwar keki eksa ekko sa jola ko keki o zam wat kabore ko genjola ko keki ekko genjola bore bande ko gun bor kan duam nere se nodi garamo hon kuna isa de kal zambataki
Difficile certes à pratiquer, mais cette activité procure tout de même d'importants revenus permettant aux exploitants de subvenir à leurs besoins, surtout en période de soudure. Alhamdulillah rabbil alamin koy sabu zam honkonir wi irbatmo urade non komandi alhamdulillah irgo ka hawe de son herabum boda son ante se dogone urade kande dogona ambo illa bola. C'est une activité vraiment qui promet. J'ai réalisé pas mal de choses voilà, dans ce travail. Je ne regrette pas vraiment d'avoir me lancé vraiment dans cette activité. On nous satisfait dans la vie au moins. Malgré sa rentabilité, l'exploitation de l'or n'est pas sans conséquence sur l'environnement, mais aussi et surtout sur la santé des exploitants. Tout comme cette zone, la majeure partie du sous-sol nigérien regorge d'importantes ressources minières qui sont extraites dans la plupart des cas de façon artisanale, une manière pour ces exploitants de contribuer au développement du pays. Et puis vous le savez, le Niger est un pays d'élevage par excellence. Conséquence, les populations consomment beaucoup de viande par simple plaisir. Pourtant, quand on augmente sa consommation de viande rouge, on accroît en conséquence son risque de diabète de type 2 et de prise de poids. D'autres précisions dans ce reportage signé Hima Sebou et Sambozamo. Installés un peu partout sur les grandes artères de la capitale, les bouchers sont la preuve que les Nigériens sont des grands consommateurs de viande. Seulement, plusieurs études médicales montrent que trop de viande n'est pas vraiment bénéfique à notre organisme. Consommer trop de viande pourrait vous faire grossir et accroître les risques cardiovasculaires. Son consommation expose le consommateur à des risques élevés et qui peuvent avoir des répercussions sur sa santé. Ses principales conséquences sont les maladies cardiovasculaires. Parce que, vous savez, l'excès de la graisse peut entraîner la formation des plaques. Ces plaques-là peuvent se déposer dans les artères et entraîner ces maladies métaboliques, donc comme les maladies cardiovasculaires, et l'hypertension artérielle, et le diabète, l'hypercholestérolémie et l'ostéoporose. L'ostéoporose, en tout cas, c'est la fragilisation des os, et le cancer du côlon, mais également le cancer du prostate. Conscient de tous ces risques, certaines personnes la consomment avec modération. Vous savez, ici au Niger, on aime trop la viande, ça fait partie de nos mœurs. Donc, et c'est une de nos nourritures préférées. Voilà quoi. Effectivement, si tu en consommes beaucoup, ça a des conséquences, mais il faut savoir faire la part des choses. Manger pas tout le temps comme on mange le riz ou la pâte. On mange chaque 2-3 jours. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de manger de la viande. On ne vous demande pas d'écarter la viande de votre alimentation, souligne Dr Ilyas Soumenassara, mais il faut diminuer la quantité si vous en consommez en grande quantité et surtout consommer des crudités. Et de consommer de la viande maigre et qui ne contient pas beaucoup de graisse, mais également on conseille beaucoup l'utilisation des légumes et fruits. Et il y a une étude en tout cas qui est faite et qui a comparé la population, par exemple, chinoise, qui mange beaucoup de fruits et légumes et qui font moins d'adénome de la prostate, à une population africaine qui consomme beaucoup de viande graisseuse et qui font beaucoup d'adénome de la prostate. Et là, on s'était dit que l'adénome de la prostate est également lié à la surconsommation de la viande, surtout graisseuse. Mais également, dans les conseils, on demande quand les gens cuisent la viande, de ne pas la cuire avec de l'huile trop graisseuse. Mais également, il faut surtout consommer les crudités. Les crudités, ici, chez nous, les plus faciles à se procurer, c'est la salade. Mais également les fruits comme les oranges, etc., etc. Tout ça, là, ça permet également de réduire l'excès de graisse si on prend des dispositions, si on réduit la consommation de cette viande graisseuse. Mais également, il faut surtout préférer la viande volaille.
Vous le savez, l'excès de tout est nuisible. C'est le cas de la viande également. Il convient donc de diminuer la consommation de viande dans notre quotidien afin de préserver notre santé qui, vous le savez également, n'a pas de prix. Voilà qui est bien dit. Cela dit, la culture du souché est l'une des activités principales de la population de la commune rurale de Tchadoua dans la région de Maradi. Nos correspondants régionaux se sont intéressés à la phase récolte de ce produit qualifié d'or local de Tchadoua. C'est un reportage de Alzoum Hosseini Soumaïla et Abdelkader Iliassou. Courageux et infatigable, armé d'un grand tamis traditionnel et de 2 morceaux de calebasse, ces jeunes hommes récoltent manuellement l'or local de Tchadoua, entendez par là le souché, un produit dont la culture est l'activité principale des populations de Tchadoua, une commune rurale du département d'Agué. Malgré le soleil, la poussière ou encore la faim et le manque d'équipements adaptés, ils fouillent vaillamment le sol centimètre par centimètre à longueur de journée pour extraire le souché. Une activité difficile qui leur permet de trouver à manger et de faire à peine quelques économies. Wanga aiki lalaka ce muke yi domin mu dan samu kudin kishi da hakan ga yawan bukatu muna kuma ana dan tara hakan ga akwai waya ma hawa abincin masara ce muke dan ci ba mai amma yanzu samu ne mai aikin ai shan matsi saboda kura daga yini nan wani abin da buhu yake jika 2.5 to kenan ka gani wani bi ma ba mai buhun ma wani bi kuma ana dan dara buhu. Cette culture du souché permet aux producteurs d'engranger le maximum de profit. Idan in shekara ta zo da kyau wanga fannin wanga sakon ina yin samu kamar sako 100 na. In ko ya lalace ma ne ba ana ma ba alalaka tun da bana ma akwai da ma ba za a alaka ba. Da abubuwa ne daga Allah wannan. Shi Allah da ma ya kare lokaci abubuwan da za ya maka yama. In samun ne za ka yi samu in kuma samun ne kuma ya rubuce maka bakin gwalgwado ba ka yi kara abin da Allah ya daga maka. Une culture économiquement rentable qui procure à la commune rurale de Tchadoua l'essentiel de ses entrées pécuniaires. La commune également tire l'essentiel de ses revenus, notamment la taxe de marché, et vient essentiellement de ce commerce de souché. Malheureusement, ce que nous déplorons, c'est que sur place, cette denrée ne subit aucune transformation pour une sorte de valeur ajoutée, pour qu'elle ait une valeur ajoutée. Elle est récoltée telle qu'elle est récoltée, elle est mise en sac et elle est emportée comme cela. Fierté de la contrée et richesse pour les populations, ce souché de Tchadoua ravitaille les différents marchés du Niger et du Nigeria. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia. Au revoir.